Élu député péquiste dans Tachereau en 1994, André Gaulin est un ardent défenseur de la langue française. Enseignant, auteur et poète, c'est plus d'une centaine d'écrivains québécois qu'il aura cités lors de ses discours à l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Gaulin. Bonjour, M. Gard. Bienvenue aux Mémoires des députés. Merci. Si je me souviens bien, la langue française a toujours été centrale dans votre vie. Quand est-ce que cet amour de la langue a commencé? Oh, c'est très jeune. J'avais la grand-mère Gaulin qui était une raconteuse exceptionnelle, qui nous racontait les légendes du Saint-Laurent. C'était une grande... Ça a été mon premier professeur d'université, au fond. Elle ralliait d'ailleurs 3 générations quand elle racontait le prêtre fantôme, la tête qui roule, la chasse-galerie. Il y avait également ma mère qui était une amoureuse de la langue française et qui chantait. Ça a l'air de rien, mais le chant, c'est très important. Ça a marqué d'ailleurs une partie de ma carrière. Et il y avait également à l'école du Sacré-Cœur à Québec le frère Jacques Rochette, qui avait des grandes oreilles, les cheveux à la Jean-Baptiste Lassalle, qui se promenait comme un Zorro de l'époque avec son manteau volant à l'équerre, son tricorne dans les rues Saint-Ambroise, et qui avait un sens de l'humour exceptionnel, qui disait toujours qu'on parlait trop fort, qui nous reprenait gentiment sur le langage. Alors, ce sont des choses qui m'ont marqué. Vous avez représenté Tachereau. Oui. Mais c'est votre comté de naissance, le comté de votre famille. Parlez-nous de votre famille, les racines. Je suis né sur la rue Saint-Alexis, une toute petite rue. On était 8 enfants. Mon père était boucher. Il avait l'étal Saint-Ambroise, qui est un beau mot français d'ailleurs, un étal. Et mon grand-père était épicier, il était un des cofondateurs des Épiciers Unis. Donc, on était une famille relativement à l'aise sans être riche et très, j'allais dire, scolarisé. On est sur 8, on est 5 qui avons été dans le monde de l'enseignement. On était rattachés beaucoup à la fois à la ville et à la campagne par nos origines. Mes 4 grands-parents étaient de l'île d'Orléans, La Chance, La Pointe, Gobey, Gaulin. Et on allait très, très souvent à l'île. La langue française, est-ce que c'est cet amour qui vous a amené à être enseignant du français ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Bien, la langue française, certainement, communiquer ce que nous sommes. Je pense que si je regarde ça, à 14 ans, je lisais beaucoup déjà la littérature, les lettres québécoises, ce qui n'était pas forcément à la mode, parce que dans les collèges classiques, si vous avez bonne mémoire, il y avait au bac de rhéto, à la fin de rhétorique, après la 6e année, un examen une dissertation de langue française, et les sujets, c'était Molière, Racine, Corneille, et par l'influence d'un prêtre comme Camille Roy, on va ajouter un sujet dit canadien, on disait canadien à l'époque pour québécois, et l'étudiant qui prenait, je ne dis pas même l'étudiante, parce que c'était seulement des garçons qui fréquentaient le cours classique, l'étudiant qui avait le malheur de prendre le sujet dit canadien, Savard, Ringuet, Leblanc, Madame Roy, Gabriel Roy, il avait besoin d'être bon pour ne pas se faire caler. Alors, vous voyez, donc je lisais Nelligan et Crémazie. Et c'était pas nécessairement des lectures joyeuses, puisque Crémazie était hanté par la mort, Nelligan par la folie, mais c'était la beauté de la langue qui me plaisait, hein? La musicalité de la poésie d'Émile Nelligan.
les images aussi. Mais vous avez dédié une bonne partie de votre carrière à l'enseignement du français, qu'à un moment donné, vous avez dit, était impossible d'enseigner au Québec le français. Oui. Comment ça? Oui, on a même publié, j'en ai été le principal auteur, de l'impossibilité presque totale d'enseigner le français au Québec. Ça a été édité aux Éditions du Jour par Jacques Hébert. Parce que je me fondais un petit peu sur Jean-Paul Desbiens, le frère Untel, avec les Insolences, qui disait que l'enseignant faisait ce qu'il avait à faire, mais que les élèves sortant de l'école, les étudiants sortant de l'école, retrouvaient le monde tel qu'il était, avec des raisons sociales anglaises. Et le fait d'avoir été syndicaliste, parce que j'ai été, avant d'aller à l'Université Laval, j'ai été professeur à l'École normale et là, j'ai été président du syndicat et on allait à Montréal pour les négociations et je voyais les rides dérisoires de la serveuse du restaurant, coin Saint-Denis, Sainte-Catherine, qui venait servir le petit déjeuner, et qui allait au micro. Il y avait une espèce d'électrophone dans lequel elle demandait les repas et elle faisait ça en anglais, plate one, plate two. Et je trouvais ça assez extraordinaire. Elle était française, elle était de langue française, nous étions de langue française. Et quand on passait à ce qui était officiel du côté du cuisinier, tout était en anglais. Est-ce que c'est ça qui vous a amené un peu vers le mouvement Québec français? Tout à fait. Vers le militantisme de la langue? Tout à fait. Comme professeur de français, on a fondé à l'époque, en 67, l'Association québécoise des professeurs de français, dont j'ai été président de 70 à 72, au moment où on a écrit le Livre noir. Et en allant à Montréal, j'ai connu François-Albert Ranger, qui a fait appel avec Mathias Rioux, qui est un ancien député également, et François-Albert Ranger. Ils ont convoqué les présidents des grandes centrales et des grands mouvements. Il y avait la CEQ, la FTQ, la CSN, Charbonneau, Laberge, Pépin, Daou, des grands noms de l'époque. Et c'est là que ça a été un grand mouvement qui a forcé, pour ainsi dire, les gouvernements à faire des lois linguistiques, parce que c'est ça que revendiquait Jean-Paul Desbiens. Dans les Insolences du frère Untel, si une truite vaut qu'on fasse une loi pour elle, la langue française mérite bien qu'on fasse des lois pour la protéger. Vous avez parlé de 4 raisons pour vous de devenir impliqué activement en politique. C'est quoi ces 4 raisons? Oui, d'abord, la première des raisons, c'est que j'ai voulu que le Québec devienne un pays. Et je suis allé pour le oui. Après une carrière universitaire, j'ai interrompu pour me faire élire en 1994. La deuxième raison, je voulais que les Gaulins soient représentés à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y avait aucun député qui avait porté ce nom. La troisième raison, je voulais citer les auteurs québécois. Et je l'ai fait très fréquemment, parce que les Québécois ne réalisent pas assez qu'on a une très grande bibliothèque, c'est plus de 10 000 livres. Et c'est une littérature de grande qualité qui a donné de grands prosateurs et de grands poètes, poète Miron, Paul-Marie Lapointe, etc. Les prosateurs, on pourrait citer par exemple Félix-Antoine Savard, le Benoît Maître-Draveur. C'est une prose exceptionnelle, prose poétique. Alors voilà les raisons qui m'ont amené à l'Assemblée nationale. Il y a une quatrième raison là, qui m'échappe. Mais c'était lié aussi à la langue et à la littérature, ah oui, je crois. La promotion de la langue française, bien sûr.
et la langue française et la culture québécoise, promotion de l'identité aussi, de ce que nous sommes, de nous affirmer, parce que j'ai toujours pensé qu'une une nation n'avait pas à être subordonnée à une autre nation, ce qui est notre cas dans le Canada. C'est pas du tout une aversion pour le Canada anglais, c'est juste une volonté d'affirmation de ce qu'est le Québec, c'est-à-dire une nation qui s'autodétermine, qui fait elle-même ses relations et qui se représente dans le monde. Parlons de votre implication avec le Parti québécois. Si je me souviens bien, vous avez commencé comme président de comté. Oui, dès 1975, comté de Taschereau, où je suis député, où j'ai été député, en fait. Alors, à l'époque, j'étais d'ailleurs un professeur engagé par l'université, mais engagé aussi pour une cause. Je suis entré à l'Université Laval en 1970 et j'avais la réputation d'être professeur qui faisait un peu de politique. Et par après, à l'Assemblée nationale, je suis passé pour un politicien qui faisait un peu de littérature. Donc, j'ai été président du Parti québécois à l'époque où Richard Gay était un des membres du conseil d'administration et je le nomme parce qu'il est devenu par après député de Tachereau en 1976 et président de l'Assemblée nationale. Donc, j'étais membre du Parti québécois. Je le suis resté jusque sous Pierre-Marc Johnson, je crois. Et c'est en 88, à la mort de Félix Leclerc et surtout à la mort de René Lévesque en 89, si ma mémoire est bonne, ou en 87, je pense que c'est 87, que Gaston Miron, qui était un ami, m'a dit « Gaulin, c'est le temps de revenir au parti, reprends ta carte ». Et c'est Gaston Miron qui m'a vendu une carte du Parti québécois. Vous parlez comme un souverainiste pur, des fois. Est-ce que le Parti québécois avait perdu cette pureté pendant ce temps-là, à votre vie, ou... Bien, un parti est toujours obligé de gouverner et de s'occuper du fait que les choses fonctionnent. Donc, la souveraineté, c'est pas nécessairement en prononçant le mot de manière incantatoire qu'on va faire avancer la cause. Je suis pas un souverainiste pur et dur, parce que pour moi, être souverainiste, c'est être souverainiste. Tu l'es ou tu l'es pas. Tu es pour l'indépendance ou tu l'es pas. Tu es pour le fait que le Québec soit un pays ou tu l'es pas. Donc, on peut pas être assis entre deux chaises. Pour moi, j'ai été très influencé d'ailleurs par Gaston Miron. Il disait que lui comme moi, on n'était pas des nationalistes parce que le nationaliste, il est condamné à se plaindre. Il est condamné à revendiquer. Ce que disait Reed Cowan, d'ailleurs, dans son livre sur le Québec, le Canada sans le Québec, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est comme ça que vous étiez désaffecté pendant quelques années. Oui, oui. Et que je suis un souverainiste qui veut que la chose se fasse simplement parce que c'est naturel que le Québec s'appartienne et qu'on vive en toute fraternité ou avec nos voisins. Comme aurait dit l'essayiste français, je ne suis pas contre le Canada, je suis tout contre. On est sur un territoire donné. D'ailleurs, si j'étais Canadien-Anglais, je travaillerais pour que le Québec s'en aille. Parce que, en un sens, il est un peu emmerdeur. Il n'en a jamais assez, il revendique toujours. Au fond, il ne sera jamais content tant qu'il n'aura pas tout le pouvoir. C'est normal d'avoir tout le pouvoir quand on est une nation.
Suite à cette implication, qu'est-ce qui vous a décidé de devenir candidat et ensuite membre de l'Assemblée nationale? J'aurais pu être candidat dès 1976. D'ailleurs, Richard Gay, à l'époque, m'avait demandé si je voulais être candidat. Il savait qu'on aurait été concurrents pour l'investiture. Mais à l'époque, je travaillais beaucoup à l'université sur un grand projet qui s'appelait le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. On a publié 8 tomes. C'est plus de 10 000 pages de 8 tomes de dictionnaire sur notre littérature. Donc, c'est un travail un peu de bénédictin qu'on faisait sur nos lettres. Et je n'ai pas voulu interrompre ça. Je ne suis pas allé à cette époque-là, mais que j'ai plongé en 1995 parce que je me suis dit, c'est maintenant le temps ou jamais, et je veux être là pour le moment où le pays va se faire parce qu'on pensait vraiment que c'était arrivé. Et d'une certaine manière, c'est arrivé, puisque le référendum de 1995 les résultats ont été très serrés. Qu'est-ce que ça fait à une personne qui a toujours travaillé un peu publiquement, mais surtout à l'intérieur du parti, tout d'un coup de se voir le visage sur les poteaux un peu partout dans son patelin? Oui, on se voit un peu comme des étrangers. Hein. On est plus fréquenté d'ailleurs par les chiens sur les poteaux de téléphone. Alors, ça fait partie du jeu. C'est un rituel électoral que certaines personnes dénoncent parce qu'ils y voient une pollution visuelle. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas des photos, ils vont vous dire comment ça se fait que le parti n'a pas encore ses photos sur les poteaux ou en public. Alors, ça donne une drôle d'impression, mais on finit par vivre comme si ça nous était étranger. À la fin de la campagne, en 1994, comment vous l'avez vécu, la journée de l'élection, la soirée électorale où vous avez gagné? Quel était votre bon souvenir de ça? Oui, j'ai gagné à 51% d'ailleurs. C'est une grande journée, la journée de l'élection. On est un peu nerveux, on circule, on va donner encore des mains, on passe dans les différents bureaux de vote et on va saluer les gens, en particulier nos militants qui sont là. Et le soir, à Québec, on était 11 députés dans la région de Québec. 10 du Parti québécois vont être élus. Et on m'avait dit d'aller tout de suite au lieu de rassemblement du parti parce que je serais déclaré élu rapidement. Mais, sauf que j'ai été un des derniers à avoir été déclaré élu parce que on avait oublié le fait que dans le comté de Tachereau, il y avait 13 candidats. Est-ce que ça change la vie d'un candidat quand il devient l'élu, quand il devient membre de l'Assemblée nationale? Comment est-ce que ça a affecté votre vie à vous? Oui, bien, ça l'affecte dans la mesure où on est accaparé. La vie de député, l'air de rien, c'est une vie sans interruption. On dirait comme on dit en Belgique ou en France, non-stop. Hein, c'est une vie constante. C'est tous les jours, c'est le bureau de comté le lundi, c'est le travail à l'Assemblée nationale, dans les commissions où les gens ne voient pas ce travail en commission très souvent, à moins de venir déposer devant les commissions. C'est la journée du vendredi aussi qui très souvent va servir à rencontrer des gens qu'on n'a pas pu voir le lundi, parce que moi, je disais à mon personnel, qui était très efficace, si les gens veulent me rencontrer, même si on ne peut rien faire pour eux, c'est important de les voir, de les écouter, d'essayer de voir une dernière fois qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et notre vie est changée de ce point de vue-là parce qu'on n'a pratiquement pas de vacances. Je racontais que même
un mois de juillet où le bureau était fermé parce que les ministères sont pratiquement fermés en juillet. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est le beau fixe. J'avais reçu un appel du bureau du premier ministre me disant qu'un citoyen de mon comté voulait me voir et que le bureau était fermé. On avait quand même des gens qui prenaient, qui relevaient les messages. Enfin, j'ai rappelé la personne qui voulait me voir et la personne m'a répondu, j'ai pas besoin de vous, je veux juste que le bureau soit ouvert. C'est pas parce qu'on est un comté où les gens sont moins nantis que vous pouvez fermer le bureau. Alors, vous voyez le point de vue de comment la vie d'un député peut être accaparante. Un député qui n'est pas ministre a souvent quelques difficultés à être vu, être visible dans son milieu. Quelle est votre expérience avec ce phénomène? Oui, les gens me disaient souvent, Monsieur le député, on ne vous voit pas quand j'allais les rencontrer. Alors, je leur disais, bon, regardez-moi, là, je suis là. Et c'est là que j'ai décidé de faire des émissions. Quelques-unes qui étaient strictement des émissions sur des lois en particulier, le déficit généraux, le budget du gouvernement. Mais de par ma formation, j'ai aussi fait des émissions, votre député vous parle, une demi-heure chacune, qui concernaient les monuments de la capitale, communautés comme l'Hôtel-Dieu, par exemple, des revues qui sont publiées à Québec Continuité, Québec français, Cap au Diamant. Des monuments, etc. Et j'en ai fait une trentaine pendant 4 ans. Et à un point tel, comme ces émissions-là roulaient à la télé communautaire, les insomniaques, la nuit, qui pitonnent, comme on dit communément, me voyaient très souvent et me disaient, on vous voit partout. Alors, vous voyez la différence. Entre la perception que les gens ont de leur député qui est visible ou qui l'est moins. Vous avez déjà parlé de Taschereau comme un comité à deux. En fait, c'est une sorte de fusion de deux endroits dans un comté. Quelles étaient les difficultés de ça, de la Basse-Ville, de la Haute-Ville, comme député? Bien, les besoins le travail du député portait beaucoup sur des groupes de la Basse-Ville parce que c'est là qu'était le plus grand nombre des groupes communautaires. À Haute-Ville, il y avait quelques groupes culturels, mais il y avait quand même des endroits de compassion comme la soupe populaire de la Maison Bernadette où j'allais très souvent. Je suis même allé le lendemain de mon élection et les gens qui venaient manger m'ont dit vous ne vous trompez pas, vous venez nous voir aujourd'hui, vous n'avez pas été élu hier, comme si on allait les voir pour avoir un vote seulement. Alors, le travail, il était beaucoup fait, oui, en fonction des besoins qui étaient plus grands à la Basse-Ville. Je disais souvent que M. Parizeau, le premier ministre, évoquait un Québec cassé en deux. Et c'est un petit peu le cas aussi du comté de Taschereau, sans que ce soit noir et blanc, là, où la scolarité était moins forte en ville basse, les salaires aussi, l'assurance de vie, la longévité était moins forte. Parlons autrement de votre travail de député ici à l'Assemblée nationale. Comme membre d'un caucus, là, vous avez parlé que la ligne de parti n'était pas votre fort. Alors, comment est-ce que ça s'est exprimé, là? Oui, la ligne de parti n'était pas mon fort, mais j'ai quand même toujours été quelqu'un qu'on pourrait dire aligné. Une fois on pouvait d'ailleurs s'exprimer beaucoup. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ont du mal à concevoir la ligne de parti et voudraient qu'il n'y en ait pas, mais il faut leur rappeler que c'est souvent la ligne de parti qui a donné des lois qui ne seraient pas passées autrement. L'équité salariale ne serait jamais passée sans la ligne de parti. Moi, je connais des ministres qui étaient contre.
l'équité salariale. Mais une fois qu'on en a discuté en caucus, qu'on en a parlé et qu'on trouve que c'est une bonne chose, bien, tout le monde se rallie, y compris les récalcitrants. Alors, on a réussi en caucus à faire passer des choses. Caucus, le grand caucus du parti, mais caucus aussi régional, puisque on avait un caucus régional que présidait le député de Charlesbourg et ministre Jean Rochon, où on pouvait faire avancer des choses. Et en particulier, ben, certains projets de construction neuve dans la basse ville pour lesquels j'ai lutté, les nappes, pour que ce soit un bâtiment nouveau autour de ce que Jean-Paul Lallier avait fait, le parc Les Jardins Saint-Roch. Et c'est maintenant... J'avais d'ailleurs dit, je saurais que j'ai réussi comme député si Saint-Roch, le visage de Saint-Roch change. Et on peut dire qu'il a changé. Est-ce vrai que vous avez senti le besoin de continuer à promouvoir le français à l'intérieur même de l'Assemblée nationale des Québécois? Oui, oui. C'est une vieille habitude des traductions laxistes qu'on a. J'ai fait circuler souvent des feuilles pour que on soit davantage chantier, c'est-à-dire qu'on bannisse les anglicismes. Appeler les lois, par exemple. On n'appelle pas la loi. Et je me souviens d'avoir une fois ou l'autre, quand le président appelait la loi 24, par exemple, de dire loi 24, ce que tu vas venir. On peut appeler des députés, on n'appelle pas des lois. On ne reconnaît pas des députés dans le sens où le président le fait. Reconnaître, c'est donner la parole ici. Alors, c'est pas quelqu'un qu'on a perdu de vue et que l'on reconnaît à un moment donné. Même chose pour parler à partir de son siège. On ne peut pas parler d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Si on va occuper le siège d'un autre, on peut être mis hors de l'Assemblée nationale. Alors, ça veut dire mettre son siège en jeu. Ce sont des expressions comme ça que... Et par ailleurs, bon, de manière plus positive, très souvent, des députés, surtout du Parti québécois, venaient me voir pour savoir comment ils pourraient intégrer à telle présentation dans leur comté un auteur québécois, etc. Alors, c'est pas juste Gaulin nous dérange avec ses affaires de langue, c'était vraiment... Gaulin est une ressource. Oui, j'ai jamais été vu d'ailleurs comme quelqu'un qui était agaçant de ce point de vue-là. Ça se faisait gentiment. En parlant de gentiment, avez-vous vraiment chanté en chambre dans un discours? Oui. À l'Assemblée nationale, je n'ai chanté qu'une fois. Par l'indulgence du président, mais en principe, il n'est pas interdit de chanter puisque on peut parler, donc le chant, c'est de la parole sonorisée, comme dirait Paul Zumthor. Et j'avais fait un discours sur la langue, c'était la commission de protection. Un discours de 20 minutes, le président me demande de terminer et je dis, bon... je termine, je fais un certain nombre encore quelques phrases et j'ai terminé par un folklore, mais un folklore savant. Monsieur le Président, par une poésie orale sonorisée, je me suis toujours promis que je le ferais à l'Assemblée nationale. J'ai vérifié, nos règlements ne nous l'interdisent pas. Je reprendrai donc une phrase d'un vieux folklore. Vivrons-nous toujours en tristesse, n'aurons-nous jamais la liberté? Merci, monsieur. Et il y a un libéral avec qui j'étais bien ami qui est venu me dire « Tu m'as réveillé » parce que c'était la nuit au moment du changement de groupe. Ceux qui allaient se reposer, ceux qui venaient tenir l'Assemblée nationale. J'ai répondu aux députés amis, le problème avec vous autres, les libéraux, c'est que ça ne dure pas. On vous réveille, mais ça ne dure pas. Merci, M. Gaulin. À la semaine prochaine. Merci.